Les 8h15 bientôt ici à Paris, l'heure de l'invité de Paris Direct aujourd'hui. C'est vous, Emmanuelle Pollack. Bonjour. Bonjour Pauline. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historienne de l'art, spécialiste du marché de l'art sous l'occupation et de la question de la spoliation. Vous accompagnez depuis des années des familles de descendants de juifs spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez été aussi chargé par le musée Le Louvre de retracer la provenance des achats qui ont été effectués par le musée entre 1933 et 1945. On parle d'environ 15 000 pièces, je crois. On y reviendra dans un instant. Avant toute chose, est-ce qu'on a une idée précise du nombre de tableaux et d'objets d'art qui ont été spoliés aux Juifs en France et par le régime de Vichy et ou par les autorités nazies pendant la Seconde Guerre mondiale ? Oui, je peux vous donner un chiffre. On s'accorde entre historiens de l'art à donner le chiffre d'environ 100 000 œuvres transférées, 100 000 objets culturels transférés de France en Allemagne pendant la période de l'occupation. Sur ces 100 000 objets, on en a retrouvé combien ? On en a retrouvé environ 60 000 d'entre eux récupérés en Allemagne et revenus en France. Et 40 000 ont disparu. 40 000 ont disparu, ont été détruits ou on ne les a pas retrouvés, sont passés sur des marchés un petit peu parallèles. Ça, c'est ce que je regarde beaucoup, c'est ce que je traque. Et effectivement, il y a un vrai travail à faire d'enquête, de recherche, de pistes de ces objets spoliés, principalement aux familles juives. Pourquoi il y avait une telle obsession des nazis pour les œuvres d'art, y compris d'ailleurs de ceux qu'ils considéraient comme de l'art dégénéré ? Oui, rappelons-nous qu'Hitler, par deux fois, a raté l'école des beaux-arts à Vienne et qu'il avait vraiment la volonté d'inscrire au sein de son programme la culture et les beaux-arts. Il a la volonté très rapidement de dire aux Allemands ce qu'ils doivent aimer. Et effectivement, il y a deux catégories, vous l'avez tout à fait compris. Les œuvres considérées comme Entartete Kunst, les œuvres considérées comme art dégénéré, et puis les œuvres de facture classique qui ont son approbation et qui ont tout à fait son goût et son agrément. Donc en fait, on va avoir une répercussion de cette histoire du goût sur le marché de l'art parisien et on va voir que certaines œuvres considérées comme judéo-bolcheviques, considérées comme art dégénéré, ne partiront pas dans le Reich, mais resteront en France où ils seront échangés dans un marché d'art parallèle. Alors justement, dans quelles circonstances sont faites ces spoliations et que sont devenues ces œuvres ? Donc certaines ont été envoyées en Allemagne, d'autres ont été vendues tout de suite en vente aux enchères, d'autres ont été vendues sous la contrainte. Elles n'ont pas toutes eu le même destin. Non, chaque œuvre a son destin propre. Chaque œuvre nécessite des recherches de provenance bien spécialisées. Et c'est ce dont je me suis fait non pas la spécialiste, ça serait tout à fait... L'une des spécialistes. Non, c'est très gentil, oui, bien sûr, avec beaucoup d'autres en Allemagne, beaucoup d'autres en France également. Notre spécificité, c'est de traquer les transferts de propriété entre 1933 et 1945. Car, vous l'avez dit, il faut s'assurer que ces transferts de propriété n'ont pas été faits sous la contrainte à la fois des ordonnances allemandes, mais également des lois de Vichy. Sachant qu'on parle de familles qui ont été spoliées et qui, dans leur immense majorité, ont été déportées par la suite. C'est tout à fait vrai. C'est ce qui rend ce travail aussi sensible, aussi précieux à mes yeux. C'est qu'on est dans un devoir de mémoire, dans un travail de mémoire, et qu'il est très très important effectivement de mener ce travail. Et je suis très très heureuse et tout à fait honorée que le musée du Louvre m'ait demandé, par la personne de Jean-Luc Martinez, président directeur du musée du Louvre, de mener cette mission à bien. Et puis je suis certaine que cette nouvelle génération de conservateurs qui n'a pas de problème avec ces sujets sensibles vont continuer très longtemps cette mission et nous irons investiguer un petit peu plus tard à la fois les années 50 et les années 60-70 parce que ce marché de l'art a été vérolé par les spoliations réalisées pendant la période de l'occupation. Parce que pour qu'on comprenne bien, il y a aujourd'hui dans des musées en France des œuvres qui sont exposées dans des musées qui sont, selon les familles d'ayant droit,
les leurs, en réalité, il y a des œuvres qui sont dans des réserves de musées, il y a des œuvres qui sont chez des particuliers, et c'est tout ce côté tentaculaire dans lequel vous essayez, donc via des archives, de retrouver les traces. Tout à fait. Alors c'est un travail d'équipe, c'est un travail de collaboration extrême avec tous les différents départements. J'ai envie de dire avec différents musées également. C'est plutôt une méthodologie que je mets à disposition d'un certain nombre de collègues où les conservateurs ont l'extrême connaissance des œuvres d'art. Donc ils ont toute la connaissance de la matérialité de l'œuvre d'art. Et moi, j'apporte plutôt la connaissance du milieu, la connaissance de ce qui s'est un peu passé. Et ensemble, nous mutualisons nos compétences pour essayer d'arriver à avoir des enquêtes assez précises sur ces transferts de propriété. Alors, comment fait-on justement, comment procède-t-on si une famille qui estime avoir été spoliée vous contacte en disant voilà, tel tableau est dans tel endroit, je le sais, il était à mon aïeul. Comment travaillez-vous? Comment on fait concrètement? Alors, j'ai différentes façons de faire. On peut partir de l'œuvre où on va regarder l'œuvre. J'ai un très joli exemple d'une œuvre qui était à Munich, retrouvée dans la collection d'un des fils d'un des marchands d'Hitler, Cornelius Gurlitt, voilà, tout à fait, qui a fait vraiment les gros titres de la presse en Allemagne à partir de 2012-2013. Experte de la Task Force en 2014, j'ai été amenée à travailler sur cette œuvre que je n'avais pas vue, qui était entre les mains de restaurateurs dans un dépôt secret à Munich. Pour autant, j'avais accès aux archives du ministère des Affaires étrangères où j'ai essayé de mener l'enquête pour savoir quels étaient les collectionneurs de ce Thomas Couture, qui était le nom de l'artiste de l'œuvre. Jusqu'à ce que je réduise mon corpus et que j'arrive finalement sur une collection d'un homme très célèbre, Georges Mandel, homme d'État, juif, assassiné par la milice française en juillet 1944 et dont la compagne, Béatrice Bréty, nous laisse ce petit mot qui est la formulation exacte, et celle-ci, je me souviens que dans le portrait de femme de Thomas Couture, exactement, il y avait un accident au niveau du décolleté. Forte de cette information, qui a été par la suite vérifiée par une collègue allemande, les restaurateurs à Munich ont regardé l'œuvre de très très près et se sont aperçus effectivement qu'il y avait un accident et qu'il y avait eu une restauration. Donc on a pu faire matcher à la fois cette demande qui émanait de France et cette œuvre retrouvée dans la collection douteuse d'un des fils d'un des marchands d'Hitler. Et cette œuvre a été rendue donc aux ayants droit. C'est une belle histoire. Mais sur toutes les œuvres sur lesquelles vous travaillez, vous vous heurtez souvent à beaucoup de difficultés. Quelles sont-elles principalement? Oui, la grande difficulté dans le cas présent était de retrouver les ayants droit, parce que je ne suis pas généalogiste, je travaille avec des généalogistes bien évidemment, mais dans le cas précis, j'ai eu la chance de rencontrer monsieur Marcel Wamser, qui était le président des Amis de Georges Clemenceau, et quand vous avez accès à la Société des Amis de Georges Clemenceau, très vite vous allez avoir accès aux Amis de Georges Mandel. Et Marcel Wamser a retrouvé Mercedes Estrada, que nous voyons ici, la petite fille de Georges Mandel, et très vite, nous avons mené des actions avec des avocats pour participer à la restitution de cette œuvre. Et nous sommes là en janvier de 2020, et c'est excessivement touchant. Imaginez que ce sont des moments très symboliques où vous ne restituez pas qu'une seule œuvre, mais vous restituez la mémoire également, l'identité. Et à ce moment-là, on est vraiment très, 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 très heureux. Là, l'histoire s'est passée dans l'autre sens, mais donc parfois ce sont des descendants qui vont vers vous. Qu'est-ce qui les pousse à entreprendre ces démarches qui sont longues, qui sont rudes aussi, parce qu'on le disait, il y a des réticences, notamment de la part des musées. C'est évidemment pas qu'une question d'argent ou de valeur de tableau. Tout à fait, absolument pas. Non, à chaque fois, le dénominateur commun de la recherche de ces familles, c'est la reconnaissance des exactions dont elles s'estiment victimes. Et ça participe d'un devoir de mémoire, je l'ai dit, mais d'un devoir de réparation également. Nous avons la possibilité aujourd'hui de faire ce travail. Pourquoi s'en empêcher? Pourquoi
ne pas aider ces familles à faire ce travail de quête. J'aide les familles, mais ce qui est très nouveau, c'est aussi de travailler avec mes collègues à partir des archives du musée, de l'intérieur du musée du Louvre, à aider ces familles. Et ça, c'est formidable, puisque vous voyez qu'il y a un changement qui a été initié dès mars 2013, qui a été souhaité par la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, qui souhaitait que les musées de France soient proactifs. Et on le voit aujourd'hui, on voit à quel point il y a des progrès dans ces recherches. On l'a vu avec la restitution d'un magnifique Klimt par le musée d'Orsay, et on le voit également. Voilà. D'autant qu'il y a urgence, parce qu'il y a une mémoire aussi qui peu à peu se perd. On est 75 ans après le choix. Nous sommes dans la 4e génération des familles des victimes, et c'est un schéma classique dans ces choses dramatiques vécues par les familles. La première génération ne peut pas transmettre, ou elle le transmet par le non-dit. Elle transmet ce trauma par le non-dit. La seconde génération n'a pas forcément non plus envie de s'emparer, et finalement c'est la 3e génération dont j'appartiens qui se met en quête et qui a la volonté de faire ce travail pour comprendre. Il y a cette distance possible, cette distance nécessaire, néanmoins cette volonté, parce que je pense qu'on est 3e, 4e génération, c'est peut-être la dernière génération aussi qui doit faire ce travail, et effectivement c'est sur nos épaules et nous devons le faire. Très rapidement, d'un mot de votre travail au Louvre, vous avez bientôt fini de passer au crible toutes les œuvres jusqu'en 45 jusqu'ici. Est-ce que vous avez trouvé des œuvres d'origine douteuse ? Alors je dois revenir tout de même sur les conditions dans lesquelles cette mission a été menée, de conditions sanitaires et qui sont quand même assez difficiles. Donc on va se donner le temps encore de travailler sur ces questions, parce que l'accessibilité aux archives, vous le savez, était assez difficile. Donc on a la possibilité d'ouvrir et de continuer un peu ces enquêtes. Mais là où vous avez entièrement raison, et je vous rejoins entièrement, c'est que le travail doit être fait pour les années 50, 60 et 70. Et ça, c'est vraiment très important. Il y a encore beaucoup de travail. Donc, merci beaucoup. Merci Emmanuelle Pollack d'être venue ce matin nous présenter votre travail. Et donc, on peut retrouver un de vos ouvrages, notamment L'art sous l'occupation, qui fait référence dans le domaine. Merci encore. Merci. Nous, on se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct.